Dans le colloque, dans la série de colloques que nous prévoyons, qui sont en quelque sorte des cafés philo-astrologiques, philo-astrologique, ça veut dire que ce sont des cafés philo et qui tournent autour de questions concernant l'astrologie. Mais comme toutes les questions concernant l'astrologie, ce sont des cafés philo. Si ce n'est que on prend des sujets inspirés par l'astrologie. Mais on élève le débat nécessairement. Alors je voulais, ce matin du samedi, c'est-à-dire nous sommes bientôt à une semaine du colloque, du samedi 19 décembre 2015, je voudrais parler d'une question qui m'est très chère, puisque je prépare un ouvrage sur ce sujet, c'est la tentation du déni. Nous vivons dans un monde où il suffit de dire ça n'est pas ça, ce n'est pas comme ça, pour avoir la paix. Alors on nie toutes sortes de choses. Et le déni est considéré comme un progrès. Au moment où je nie l'évidence, je suis dans le progrès. Récemment, j'ai été contacté par une loge juive, maçonnique donc, qui niait la différence entre l'homme et la femme. Enfin, qui disait que finalement les deux, il niait pas la différence en elle-même, mais il niait qu'il fallait en tenir une quelconque conclusion ou une quelconque pratique. Alors c'est assez extraordinaire parce que la maçonnerie affirme la différence entre les hommes et les femmes. La plupart des loges au départ étaient masculines. On parle maintenant de loges mixtes, mais c'est très marginal. Et le judaïsme aussi affirme la différence entre les hommes et les femmes, ne serait-ce que dans le déroulement de la pratique liturgique. J'étais ce matin à une synagogue consistoriale. Les femmes étaient dans une espèce de... étaient à l'arrière, on ne les voyait pas, il y avait une espèce de rideau. Et le service était assuré uniquement par les hommes. Or, il y a des mouvances aussi bien juives que maçonniques qui refusent cette dualité, qui refusent ce dualisme, qui d'ailleurs n'est pas forcément un dualisme, mais qui en tout cas est un clivage majeur au niveau sociétal. Et donc ce sont les loges mixtes maçonniques, ce sont les synagogues libérales juives, et on est donc dans le déni. Et je trouve ça extrêmement malsain. Alors, en ce qui concerne l'astrologie, on pourrait aussi parler de déni, parce que tout simplement, le déni, c'est le refus de prendre conscience de quelque chose, c'est le refus d'assumer une certaine réalité, c'est le refus de la réalité, en fait. Et on surimpose sur la réalité des grilles. Par exemple, effectivement, le thème astral, c'est de l'ordre du déni. Je nie ce que je suis, ce que je sais que je suis, je nie ce que je sais qu'est l'autre, je nie l'événement tel que je le ressens en tant que personne, en tant que citoyen, et je lui substitue autre chose qui est complètement fantasmatique, qui est le thème astral, qui est le thème de naissance, qui est le thème du moment, etc. Donc là, l'astrologie, elle est une fabrication de déni, elle remplace une réalité par une sorte de fiction, et c'est le rôle qu'elle a. Donc finalement, on faudrait s'interroger sur la fonction de déniance qu'ont un certain nombre de structures ou un certain nombre de savoirs, qui servent effectivement à se protéger en quelque sorte, faire écran avec la réalité. Intéressant. Alors ça peut avoir une fonction sociale importante, une fonction, je dirais, palliative par certains côtés, une fonction qui permet d'atténuer certaines tensions, d'atténuer certaines difficultés, certains traumatismes. On peut envisager, alors nous vivrions dans une société comme ça, thérapeutique, si on peut dire, une sorte de thérapie douce où on épargne aux gens d'affronter la réalité et on est dans le non. Il suffit de dire non et ça permet de se dégager de cette réalité. C'est extrêmement facile. Il suffit de puiser dans la capacité de langage, dans la grammaire même, qui prévoit qu'il y a une négation. Donc
Donc s'il y a une négation, si on dit possible mais impossible, si on dit je veux mais je ne veux pas, alors pourquoi ne pas en profiter pour justement régler ses comptes avec la réalité et pour la... bon. Et de la même façon, il y a aussi des préfixes comme le re qui veut dire qui implique un retour à cette réalité, ou le dé qui implique un départ par rapport à cette réalité. Donc tout est prévu au niveau linguistique. De la même façon, par exemple, tout à l'heure, je réfléchissais sur le mot vraisemblable, qu'on retrouve d'ailleurs en anglais et en allemand. Wahrscheinlich, likely. Et ça veut dire que sémantiquement, nous savons qu'il y a des choses qui font semblant d'être vraies, qui ont l'apparence de la vérité, qui ont l'air de vérité, mais qui ne le sont pas. Et c'est très important, il y a une sagesse sémantique qui semble ne plus correspondre à notre époque. Aujourd'hui, on ne dit plus que les choses sont vraisemblables, on dit qu'elles sont comme elles ont l'air d'être. On vient plus discuter. De la même façon, quand j'étais petit, on disait « ne fais pas l'idiot ». On distinguait « ne fais pas l'idiot » et « l'idiot » ou « il est idiot ». Ça veut dire que là aussi, on savait qu'on pouvait faire semblant. Ne fais pas semblant d'être idiot. On peut aussi faire semblant d'être intelligent, entre parenthèses. Hein. Beaucoup de gens font semblant d'être intelligents. Il suffit qu'ils lisent un texte intelligent pour avoir l'air intelligent, même si ce n'est pas leur propre texte. Ils font semblant d'être capables de s'exprimer, alors qu'en réalité, ils sont tout juste capables de lire un texte, même si c'est eux-mêmes qui l'ont rédigé, mais ils ne peuvent pas l'exprimer librement et spontanément eux-mêmes. Ils ont peur d'oublier, ils ont peur de se tromper, ils ont peur de bégayer. Donc ils font semblant d'une sorte de liberté d'expression, d'une fluidité d'expression qu'ils n'ont pas réellement, mais ils font semblant de l'avoir. Donc, voyez-vous, faire l'intelligent, faire l'idiot, avoir l'air d'eux, par exemple, c'est fantastique cette expression. Ça veut vraiment dire on se donne l'air d'eux, on se donne l'apparence d'eux. N'est-ce pas ? De même qu'il y a quelques décennies, on disait c'est n'importe quoi. On le dit encore un petit peu. N'importe quoi, ça veut dire on sait très bien que parfois les gens disent n'importe quoi. Et c'est une expression qui existait. Voilà. Maintenant, j'ai l'impression qu'on l'utilise moins parce que les gens sont plus naïfs, sont plus crédules, et que la notion de n'importe quoi, ils ne la captent pas bien, ils ne savent pas l'utiliser, donc ils ne l'utilisent pas. Voyez-vous ? Donc, voyez-vous, l'astrologie, voilà un exemple même d'un débat astrophilo qui me paraît intéressant. On peut comme ça partir de tout un ensemble de notions astrologiques et chaque fois le développer de façon à ce que ça parle pour des gens qui ne sont pas astrologues, que ça pose des questions épistémologiques, méthodologiques, éthiques qui sont très intéressantes. Pour moi, l'astrologie, dans le cadre de ce mouvement pour l'astrologie à l'Académie, l'astrologie peut être un terrain de recherche, un terrain de réflexion, de méditation, qui a été négligé, qui a été sous-exploité. Il ne s'agit absolument pas d'être favorable à l'astrologie, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit au contraire, dans un certain nombre de cas, de développer une critique de l'astrologie, mais cette critique de l'astrologie, elle est féconde, elle est heuristique, comme on dit, elle peut servir. Donc, autrefois, par exemple au XVIe, XVIIe siècle, on écrivait presque autant sur l'astrologie que contre l'astrologie. Parce que c'était intéressant d'écrire contre l'astrologie, parce que ça permettait de clarifier certaines choses, de démasquer certaines choses, de débusquer certaines choses. Et donc, la littérature anti-astrologique était extrêmement riche. Donc, ça mettait l'astrologie au centre. Aujourd'hui, les ouvrages ou les textes contre l'astrologie sont très rares, et ça montre bien qu'elle n'est plus au centre du débat. Voyez-vous, je crois, ce qu'il faut bien comprendre, mes chers amis, c'est que ce qui est important, c'est qu'on parle de l'astrologie, et qu'on en parle dans les contextes les plus divers, dans les ouvrages les plus divers, et la question de savoir si on en parle en bien comme en mal est tout à fait secondaire, parce que, comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. L'astrologie actuellement, elle est mort-vivante, hein, elle est complètement enfermée dans son ghetto, donc c'est pas une solution. Il faut la sortir de son ghetto, il faut qu'il y ait débat, il faut que ce soit vivant, et après, une fois que ce débat est considéré,
et qui dépasse d'ailleurs le cas des astrologues. Les astrologues n'ont pas le monopole du discours sur l'astrologie. L'astrologie est une chose trop sérieuse pour être laissée aux astrologues, comme on dit. À partir du moment où ce débat existe sur la place publique, eh bien, progressivement, il y a des esprits de plus en plus nombreux et divers qui s'y intéresseront, et par là même, ça crée un recrutement de nouveaux esprits, de nouvelles intelligences, et dans la suite des choses, ça peut aboutir à une renaissance de l'astrologie, au prix, bien entendu, d'une décantation, d'une épuration, euh, d'une réforme de l'astrologie. Voyez-vous, voilà le programme que nous vous proposons. C'est café philo astrologique une fois par mois, vendredi soir pour discuter des sujets et le lendemain, le samedi soir pour discuter des sujets et le lendemain dimanche après-midi pour les développer autour de 3 grands sujets. Dans le cadre de restaurants, dans le cadre de cafés. Voilà, à mon avis, ce qui est intéressant. Il faut que maintenant les gens viennent à nos réunions, même s'ils ne connaissent pas l'astrologie, ça n'a pas d'importance. Il faut qu'ils sachent que les problèmes qui seront posés autour de l'astrologie seront des problèmes qui ne peuvent pas ne pas les interpeller.